Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Nous sommes dimanche, on va passer 1 heure en votre compagnie, en compagnie aussi de mon invité. C'est la première fois qu'elle est sur le plateau de Thé au Café. D'autres invités viendront aussi la rejoindre. Je vous présente le sommaire dans quelques instants. Mais, auparavant, je ne vous ai pas vu. La semaine dernière, vous n'étiez pas avec nous et ça nous a beaucoup peiné. Alors, une petite séance de rattrapage. Samedi, nous étions à l'extérieur, nous étions en Charente, au château de Chalais. Ça, c'était pour les Journées du patrimoine en compagnie d'Yves Lecoq. Et le lendemain, en compagnie du délicieux Jean d'Ormesson. Bonjour Yves Lecoq. Bonjour. Je vais bloquer la porte. Oui, bloquez-la quand même, parce que c'est un peu dangereux. Ça va bien. Oui. Bienvenue à Chalais. On a parlé durant cet été, il y a eu beaucoup de rumeurs, comme quoi les Guignols allaient s'arrêter. Vous avez eu peur? Non, j'ai jamais peur parce que je suis le fataliste de service, c'est-à-dire que s'il se passe un arrêt, je ne sais pas quel sera l'avenir des Guignols. Qu'est-ce qui vous inquiète? Ah non, mais déjà, on n'est plus dans un JT, on n'est plus avec PPD qui est un meneur de jeu, plus d'interactivité avec l'actu au jour le jour. Parce que c'était ça la force des Guignols. Tiens, il y a un moment d'actu fort, tout le monde se pointait sur les Guignols pour voir ce qu'on en disait. Et là, ça faisait des bons d'audience. Donc il y avait quand même une influence. Et c'est ça qu'on essaie d'éliminer, je pense. Vous disparaissez, dites-vous, souvent derrière vos voix. On vous voit rarement ah non, c'est pas mon goût. En tant que people. Je suis quelqu'un de discret dans la vie. Et, je suis un peu timide. J'aime le recueillement, la campagne, voilà, les brocantes, les puces. Donc c'est vrai que si je n'ai pas le temps pour faire ça, je suis déséquilibré. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Voilà, vous voyez, si j'avais travaillé le piano, je pourrais m'accompagner complètement. Votre don, vous le travaillez beaucoup? Non, honnêtement, non. Et comment vous chopez, comme ça, une voix? Alors, ou je la chope tout de suite, ce qui est souvent le cas, ou je la chope avec du temps. Zlatan, par exemple, je l'ai appris d'après l'anglais, parce qu'il ne parlait pas français, Zlatan. Donc, en écoutant la voix anglaise, j'ai dû ressortir la voix française. Donc, c'est un peu plus délicat, mais il y a des voix qui sont venues très rapidement. Des barons Sellière, je ne sais pas pourquoi, parce que mon grand-père était baron, peut-être. Vous sauriez, par exemple, m'imiter? Je ne sais pas, je pourrais essayer, mais ce serait une voix trop claire. Et puis je ne suis pas non plus Catherine Sellac. Donc pour les femmes, c'est plus dur, mais bon, on serait dans le registre, mais pas une imitation très fidèle. Jean d'Ormesson est avec nous. Quand j'ai vu cette photo de vous, on dirait une petite fille. J'aurais beaucoup aimé être une femme. J'aurais adoré être une courtisane et faire marcher les hommes. J'aurais peut-être réussi ça à faire. Vous semblez avoir des jolis mocassins, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de chaussettes. L'idée m'est venue de Einstein. Einstein ne portait pas de chaussettes. Il trouvait que c'était inutile et je me suis dit, mais comme il a raison. D'ailleurs, porter une cravate est tout à fait inutile. Ah ben vous la retirez alors? Oh, allons-y, retirons la cravate. Jean d'Ormesson, à qui vous attribuez cette phrase? Presque toujours en politique, le résultat est contraire à la prévision. Si c'est moi, je suis drôlement content. Je trouve ça drôlement bien. Eh bien, c'est Chateaubriand. C'est Chateaubriand? Ah ben oui, mais c'est la même chose. Les Guignols de l'info, juste un petit mot, qui sont en sursis. Mais vous savez, je leur reproche une chose très grave. Ils ne m'ont pas mis aux Guignols de l'info. Michel Bouquet, à cette même place, il y a quelque temps, disait que même on devait retirer à partir de 80 ans le droit de vote. Je ne sais pas si ça doit se faire. Je vais me mettre à dos tous mes contemporains. J'ai proposé à l'Académie qu'à partir de 80 ans, on soit honoraire. Puis j'ai regardé autour de moi, ils avaient tous plus de 80 ans. Alors évidemment, ça a été refusé. Jean d'Ormesson, ne dites pas non. Ça fait quand même 823 fois que vous venez faire cette émission. Je parie que dans un mois, vous êtes encore là. Un mot, le mot de la langue française, le mot qui vous vient à l'esprit. C'est amour. Amour. Ben oui, qu'est-ce qui m'a occupé dans la vie? À quoi est-ce que je penserais à la fin, tout à fait au bout? À ceux que j'ai aimés, probablement à ceux qui m'ont aimé. Et finalement, l'amour a été la grande affaire de ma vie. Oui, pensez-y le plus tard possible, Jean. Restez avec nous très longtemps encore. Alors, vous allez vous présenter dans un instant. Dites-moi tout d'abord, quelle est votre profession? Directrice d'école. Votre situation familiale? Mariée. Votre obsession dans la vie?
être à l'heure. Vous l'avez été. Et votre devise? Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. C'est pas tout à fait de moi, c'est de René Char. Votre prénom et votre nom? Nathalie Loiseau. Vous venez me rejoindre? Nathalie Loiseau est depuis 2012 directrice de l'École nationale d'administration de l'ENA. Elle forme les élites de demain. Et le 9 octobre, bonjour. 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 Le 9 octobre, je disais bien, l'ENA fêtera ses 70 ans. Vous ne les faites pas, hein? Écoutez, on est très bien entretenus. Oui, je vois ça. Alors ce matin, c'est un peu comme un grand oral. Voilà. Le grand oral de l'ENA, c'est sur le plateau Thé au Café, c'est un grand oral aussi pour moi. Il y a deux personnes qui viendront nous rejoindre, et ça nous fait plaisir, c'est Mehdi Mekta et Badruddin Saïd Abdallah. Ils viendront nous parler de burn-out et ils viendront nous parler aussi de leur blog, Bondi Blog, c'est aux éditions du Seuil, Burn-out. Voilà, c'est un très roman, enfin très sombre, mais très bien écrit. On avait envie, voilà, de mettre un coup de projecteur dans Thé au Café sur eux deux. Et puis, on parlera aussi de votre livre, parce que vous avez sorti un livre il y a quelques mois, ce qui nous a permis aussi de vous découvrir, parce que vous avez une personnalité en fait très éclectique, en fait très protéiforme, très diverse, et c'est ça qui nous a intéressés. Première fois sur le plateau de Thé au Café, alors on est vraiment très curieux de vous, on est même gourmand de vous. Qu'est-ce que faisaient vos parents déjà? Alors moi, je viens d'une famille à la fois classique et pas classique du tout. Pourquoi? Mon père a commencé sa vie comme spécialiste des commerces de cuir, ce qui fait que très jeune, il a été vivre en Argentine, au Brésil. Et dans sa famille, ça n'avait rien d'extraordinaire, puisque mes grands-parents, eux, avaient vécu en Australie. Donc vous avez voyagé également avec eux? Alors moi, j'ai voyagé enfant, il était revenu en France quand il s'est marié, mais il avait la passion du voyage, toute la famille l'avait, et donc depuis très petite, le voyage fait partie de ma vie, oui. Votre mère? Ma mère avait été photographe, notamment chez Harcourt, et puis quand elle s'est mariée, elle est devenue mère au foyer. Alors vous dites, on veut réussir souvent quand on est enfant pour plaire à son père. Alors c'est ce qu'on a constaté, notamment pour les petites filles. On se dit toujours que les filles aujourd'hui prennent moins de responsabilités que les garçons. Mais ça a été votre cas? Vous aviez un modèle paternel? Alors moi, j'avais pas du tout d'ambition, mais vraiment pas. Ça, on a du mal à le croire. Si je vous le dis. Et d'ailleurs, j'en ai toujours pas. Ou alors celle de faire des choses, mais pas d'ambition au sens... du pouvoir? Non. Le pouvoir de faire, oui, mais pas d'ambition personnelle. Votre maman, elle vient de décéder. Qu'est-ce que vous lui avez pas dit avant de partir? J'ai eu la chance de l'accompagner pendant sa dernière année de vie, qui était une année très difficile pour elle. Et je crois qu'on s'est dit dans cette année-là des choses qu'on ne s'était pas dit avant. Ça fait du bien de savoir que vous vous êtes dit ces choses importantes, précieuses? Je pense qu'on n'a jamais été aussi proches que pendant les derniers mois, oui, ou même les dernières semaines. Vous avez reçu la même éducation que celle de votre frère? Alors, par procuration. C'est-à-dire que dans ma famille, comme dans beaucoup de familles, alors, à mon époque, quand j'étais enfant, mais ça n'a pas forcément changé, les parents investissaient sur le garçon. Et donc, le garçon avait... des tas de cours, des tas d'activités. Et puis la petite sœur qui était arrivée 6 ans plus tard. C'est le choix du roi, hein. Mais bien sûr. Et alors on l'a posée dans un coin. Ouais. Et puis elle assistait aux cours de piano, aux cours de judo, à beaucoup de choses. Et puis finalement, il y a énormément de choses que j'ai apprises comme ça, en écoutant, en regardant. En l'observant aussi. En l'observant. Et ça a été ma chance, sans doute, parce que sur moi, il n'y avait pas de pression. Et que tout tombait un petit peu comme une poussière d'étoiles. Quel a été votre premier acte de rébellion, de révolte, d'émancipation? J'avais un caractère un petit peu impertinent. Ça aussi, je pense que c'est de famille. Donc ça a été à la fois accepté dans ma famille et puis de temps en temps, ça a créé des étincelles. J'avais à la fois la chance et puis le défi d'être très précoce. J'avais 2 ans d'avance à l'école. Et mes parents m'avaient mis dans le même lycée que mon frère, qui avait été... pendant très longtemps, un lycée de garçons. Donc on était une poignée de filles dans ce lycée. Et pour y faire sa place, j'ai assez vite compris qu'il fallait mieux s'exprimer que rester dans son coin. Et je crois que je me suis beaucoup exprimée. Ouais. Allez, la suite, votre portrait brossé par Alexandra Garde, une femme que rien n'arrête.
Cette femme est un ovni, objet volant non identifié. Objet volant car elle vole dans les plus hautes sphères de l'État, secrétaire d'ambassade au Sénégal, Maroc, Indonésie, porte-parole de l'ambassade de France aux États-Unis, directrice de l'ENA, et oui, la mythique école de De Gaulle. Pour former ces hauts fonctionnaires, la 4e République possède maintenant son école d'administration. Un esprit sain dans un corps sain. Et non identifié car elle se justifie ainsi. Je n'ai jamais eu d'ambition. Ah oui, c'est ralent, hein, d'autant qu'elle enfonce le clou. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec, sans jamais perdre son enthousiasme. Mais si cette femme était juste comme vous et moi alors? Eh oui, c'est juste une femme qui rêvait d'être Barbara Cartland, d'écrire des romans à l'eau de rose et de vieillir avec les cheveux argentés. C'est juste une femme qui vibre sur Amy Winehouse. C'est juste une femme qui cite Fabrice Lucchini sur Twitter autant que René Char. C'est juste une femme qui pose sur sa page Facebook avec Emma Peel de chapeau melon et bottes de cuir et qui, comme vous et moi, s'est déjà fait pirater son compte Facebook. Alors, écoutons-la. Il faut apprendre à être un peu moins perfectionniste et un peu plus épanoui et tout le monde s'y retrouve. Et faites comme elle, de la plongée, du yoga et croisez les doigts. Voilà, en 1 minute à peine, vous voilà résumé. Vous avez même touché au milieu de la mode. Qu'est-ce que vous avez gardé dans l'esprit de ce milieu? Quand j'ai lu après Le diable s'habille en Prada, j'ai trouvé que c'était en dessous de la réalité. Ah bon? Ouais, c'est très violent parce que c'est un milieu ultra compétitif où il n'y a vraiment pas de la place pour tout le monde. Donc, si on veut y rester, si on veut monter, c'est souvent en marchant sur la tête des autres. Mais plus que la politique ou la fonction publique? Ah, je ne fais pas de politique, donc ça, je peux ou pas la vous fonction dire. publique? Ah, la fonction publique, c'est différent. On est au service des autres toute la journée. Vous avez même rencontré Marlène Dietrich? J'ai même rencontré Marlène Dietrich, je lui ai livré une robe, absolument. Ça, c'est un moment magique. Avenue Montaigne, dans son appartement. Dans la pénombre, avec cette voix incroyable et cette personnalité tout à fait bluffante. Ça, c'est des moments de rencontre merveilleux. Vous dites, à bas la perfection, vive l'échec. C'est un peu votre credo. Je pense qu'on se piège à croire que ce qu'on attend de nous, c'est d'être parfait en tout. Et on se piège surtout, nous les femmes. On imagine, et c'est souvent à la lecture des magazines qu'on se dit qu'il faut être belle, intelligente, drôle, sympathique, réussir parfaitement dans son travail, parfaitement avec ses enfants. Et c'est une impasse. C'est le meilleur moyen d'arriver à l'épuisement. Je crois que personne ne nous demande ça. Faire de notre mieux, oui. Faire avec enthousiasme, faire avec cœur, faire avec sincérité, sûrement. Faire avec plaisir aussi. Avec plaisir. Dans les cabinets ministériels, vous dites aussi qu'on se brûle les ailes. Hein. Alors, pas forcément, mais c'est quelque chose d'un peu particulier en France. On prend quelqu'un de jeune, je sais, je l'ai fait, et on lui dit d'un seul coup qu'il est collaborateur d'un ministre puissant, talentueux. Et, donc, corvéable à merci? Alors oui, bien sûr, on est corvéable à merci. Alors ça, il faut l'accepter. On n'est pas obligé d'aller dans un cabinet ministériel. Il y a des règles du jeu. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que dans notre pays, en tout cas dans la fonction publique, si on veut vraiment faire un parcours d'exception, il faut être passé par là. Et aujourd'hui, les cabinets ont une importance et une taille sans comparaison avec ce qu'on trouve dans les autres pays développés. Et surdimensionné? Ah oui, tout à fait surdimensionné, de mon point de vue en tout cas. Quel souvenir vous gardez d'Alain Juppé, au Quai d'Orsay? D'abord, quelqu'un qui a adoré ce ministère et qui, je crois, a su s'en faire aimer. Un homme d'État. Vous pensez que ça pourrait être un bon président? Alors ça, c'est pas à moi de le dire, mais c'est surtout quelqu'un avec qui c'est extrêmement facile de travailler. Il sait ce qu'il veut, il est exigeant avec lui, avec les autres, et il est reconnaissant du travail fait. Donc, quand vous l'avez quitté, c'était pourquoi? On m'avait proposé de le suivre à Matignon. C'était évidemment un honneur et c'était pour moi inattendu parce que j'étais une des plus jeunes de son équipe. Mais j'étais aussi jeune mariée, je voulais avoir des enfants. Et donc il a fallu que j'aille le voir. Et on sait que c'est quand même quelqu'un d'assez intimidant pour lui dire que la raison pour laquelle je n'y allais pas, c'est parce que je voulais avoir des enfants. Lui a compris tout de suite. Il m'a dit que c'était la meilleure raison du monde. Et quand je l'ai revu... quelques années plus tard, j'avais eu 3 enfants en 1 an et demi. Et donc, il m'a dit... Et vous êtes devenue ensuite directrice de l'administration du Quai d'Orsay, oui. Du Quai d'Orsay. Ouais. Et Laurent Fabius, vous en pensez quoi? Écoutez, c'est un ministre qui fait beaucoup de choses. Mais encore. Je ne l'ai pas connu très longtemps. On va le dire. Je ne l'ai pas connu très longtemps comme ministre. Voilà, on va le dire. Et vous avez valsé quand même du Quai d'Orsay. Donc, on ne peut pas garder un bon souvenir. C'est le droit d'un homme politique de ne pas garder autour de lui des directeurs avec lesquels il n'a pas une relation qui lui paraît optimale.
Quel est le préjugé qui vous a fait le plus mal? Rien ne fait de mal, sauf si on s'arrête et qu'on est blessé. Le préjugé très jeune, oui, celui qui consiste à entendre que si on est promu ou si on est apprécié, c'est qu'on a des relations extra-professionnelles avec son patron. Par chance, ça m'est arrivé tout de suite. Donc ça m'a blindée immédiatement. Et à partir de là, le propos, oui. Mais non pas la promotion. Non, pas la promotion canapé. Mais à 21 ans, oui, c'est un peu dur. Ce propos très aimable qui a été la première parole que j'ai entendue au Quai d'Orsay quand je suis arrivée. On m'a dit que vous allez travailler avec les journalistes parce que vous avez une tête de speakerine de télévision. C'est sûrement un compliment. Exactement. 26 ans de diplomatie, vous avez parcouru le monde. Et vous évoquez effectivement votre contact avec les femmes. Et vous parlez des sœurs. Vous dites ce sont mes sœurs. Expliquez-moi pourquoi. Alors d'abord, quand on est diplomate, on quitte sa famille et on s'en recrée ailleurs. La famille biologique, c'est extrêmement important, ce sont les racines, mais la famille qu'on se fabrique, c'est au moins aussi important, surtout dans ces vies expatriées à des milliers de kilomètres. C'est celle qu'on choisit. Et puis, c'est vrai que j'avais grandi avec un frère dans un lycée de garçons et puis après dans un métier d'homme, si j'ose dire. Et les amitiés avec des femmes, je les ai plutôt découvertes à l'étranger. Ça a été souvent le moyen de comprendre un pays, de comprendre une culture, une civilisation, une société et de découvrir des proximités inattendues avec des femmes du monde entier qui sont restées mes sœurs. Et de cultures extrêmement différentes. Bien puisque sûr. vous êtes allé en Indonésie, au Maroc, au Sénégal. Vous avez rencontré donc la culture musulmane. Ouais. Et vous dites que vous n'avez pas ressenti de machisme. Alors, pas de machisme. Ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours pu travailler dans d'excellentes conditions dans le monde musulman. Et j'ai non seulement vécu dans les pays que vous avez cités, mais j'ai travaillé dans les pays du Golfe, j'ai travaillé partout au Maghreb. Ça surprend quand même aujourd'hui. Quand on voit notamment le président turc qui prohibe le rire pour les femmes dans l'espace public, il y a encore quelques temps. Il y a un énorme sujet sur la situation des femmes en Turquie, il y a un énorme sujet sur la situation des femmes en Inde, il y a des sujets un peu partout. Ce que je veux dire, c'est que lorsque l'on a une fonction, on est d'abord regardé, écouté, respecté par rapport à cette fonction. Moi, je représentais la France, parfois je représentais l'Europe, et j'étais traitée, reçue, en fonction de ce que j'avais à dire et à faire. J'ai travaillé avec des Iraniens, j'ai travaillé avec des Yéménites, ça n'a jamais posé le moindre problème. En revanche, vous évoquez les sœurs, des sœurs qui ont tellement souffert de la polygamie qu'elles en sont mortes. Oui, j'ai eu des expériences d'amis proches, d'amis très très proches, qui faisaient partie de ces femmes africaines éduquées, qui avaient en partie vécu en Europe, qui étaient retournées en Afrique, qui avaient épousé des jeunes hommes qui leur ressemblaient, qui étaient aussi, on dirait, mondialisés et très modernes de culture, et donc qui s'imaginaient dans un projet de vie de notre siècle, et puis qui, du jour au lendemain, apprenaient que leur mari prenait une deuxième femme. Et pour, en tout cas, deux d'entre elles, qui étaient des très proches amies, ça a été un tel choc et tellement insupportable qu'elles n'ont plus cru à leur destin et qu'elles ont mis fin à leur jour. Ouais. Les Femmes, vous la féministe, vous en pensez quoi? Pas du bien. Pas du bien parce que d'abord, le slogan « Mon corps est mon arme », ça a l'air de dire que mon cerveau ne sert à rien. Et là, j'ai franchement du mal. Et puis, la provocation... Vous ne les trouvez pas courageuses? Je les trouve très manipulées, surtout. J'ai un sentiment de très grand malaise. On l'a vu, on en a entendu parler de cette espèce de manipulateur qui était derrière elle, qui est le fondateur, qui choisit des filles qui ont toutes des silhouettes de calendrier de camionneurs. Et puis les actions de provocation, par exemple, ce qu'elles avaient fait à la mosquée de Paris, je leur en ai beaucoup voulu, ou à Notre-Dame. Pourquoi provoquer les religions en pensant que tous les croyants sont forcément des extrémistes, des radicaux? C'est en tout cas fermer le dialogue. Et moi, mon premier métier, celui pour lequel je crois que je suis vraiment faite, c'est le métier de diplomate. Et fermer le dialogue, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Alors, diplomate, bien sûr, mais c'est vous-même qui vous êtes auto-candidatée
pour devenir directrice de l'ENA. Moi, j'aime bien cette histoire. Mais comment ça se passe? Alors, pour la première fois, il y avait un processus ouvert. Vous savez, souvent sur les nominations en Conseil des ministres... C'est jamais très transparent. On décide qu'on nomme tel ou tel pour des bonnes raisons, en général. Et en tout cas, pour d'autres qu'on ne connaît pas. Et là, mon prédécesseur, Bernard Boucaud, était parti depuis mai 2012. Et on lui cherchait un successeur. Et dans mes fonctions antérieures, j'avais même, moi, contribué à chercher un successeur en disant mais c'est un job formidable, c'est passionnant, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à réformer sans doute, mais c'est une belle mission. Et puis, au bout d'un moment, après les circonstances que vous avez évoquées, je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas moi? Alors, il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles j'aurais pu dire, pourquoi pas moi? D'abord, je ne suis pas ancienne élève de l'ENA. Ensuite, je ne suis pas préfet, et il y a eu pas mal de préfets dans mes prédécesseurs. Il n'y avait eu jusque-là qu'une femme. Mais ce qui m'a intéressée, c'est que le processus était ouvert, qu'il fallait aller devant un comité et avoir un projet. Ça ne doit pas être simple quand même de dire, écoutez, moi, après tout, je pense que parmi les meilleures candidates, c'est moi. Ah bon, on ne dit pas ça. On dit expliquez-moi ce qu'on dit. On dit j'ai des idées, écoutez-les, et puis si ça vous plaît... J'ai un super projet. Exactement, si ça vous plaît, prenez-moi. Et ça a marché. Et puis ça a marché. Qui est-ce qui vous a nommé le Premier ministre Le président de la République. Le président de la République. François Hollande. Ouais. De qui vous relevez? Du Premier ministre. Du Premier ministre. Ouais. Ouais. Alors, on vous a retrouvé à Strasbourg, puisqu'il faut savoir que l'ENA, aujourd'hui, est à Strasbourg. Alors, vous étiez derrière les barreaux, puisque l'ENA est une ancienne prison. Et au programme, ce jour-là, alors, il y avait un truc, enfin, pardon pour le truc, mais il y avait un exercice inattendu avec le banc et l'arrière-banc de l'ENA. Certains venaient de Paris, de Strasbourg. Et c'était un atelier de pâtisserie. Alors, là, cette journée, passée avec Alexandre Agarde et Jean Will. Ici, on est devant l'entrée de l'École nationale d'administration et elle s'est installée dans un bâtiment qui a surtout été pendant 2 siècles une prison. Les cellules étaient sur l'ensemble des bâtiments. Ici, c'était le côté de la prison des femmes. Je crois à l'esprit des lieux. Il est positif ou il l'est moins. Et ici, je le trouve très positif. Un avantage, un défaut d'avoir une femme comme directrice? Ni un avantage ni un défaut, moi je répondrais. C'est une réponse d'Ena. C'est là que j'habite 3 jours par semaine. C'est un appartement de fonction, c'est-à-dire qu'on y pose sa valise et on n'a pas forcément le temps de le personnaliser. Je ne sais pas du tout combien de fois j'ai déménagé dans ma vie. Beaucoup, c'est sans doute pas fini. J'ai une mentalité de nomade, ça c'est à peu près certain. Disons que si je devais changer de métier, je pense que l'expert en déménagement, je dois pouvoir le faire. Alors, ce que j'ai amené de personnel, ce sont des objets qui viennent d'Afrique. Quand on dirige l'ENA, et on a des cadeaux du monde entier. Dans ma vie de diplomate, alors il y a vraiment eu des choses très très improbables. Il y a eu un fromage de yak entier. Bon, après il faut pouvoir le ramener. Il y a eu une chèvre vivante. Il a fallu la ramener dans la voiture d'un ambassadeur qui, je crois, me maudit encore. Si je pense à ma vie, à ma trajectoire, j'ai souvent eu énormément de chance. Je me souviens d'une amie journaliste qui m'avait dit que la chance était une forme de talent. Parce qu'il ne s'agit pas de la tirer, mais il s'agit de la voir venir et de la saisir. On est au centre de formation professionnelle des métiers de l'hôtellerie et de la gastronomie. Une journée entière d'atelier. C'est ce qu'on a choisi de faire pour les 70 ans de l'ENA, pour les personnels de l'école. Le but, c'est d'apprendre à se connaître, c'est de mieux travailler ensemble. C'est de mieux travailler ensemble et puis oui, de créer du lien différemment. Qu'est-ce que vous allez faire? Un biscuit. Alors là, on va faire un dacquoise. Dacquoise. Vous allez tout savoir. Les mélanges, ça se fait toujours délicatement. Je prends le fouet pour aller plus vite. Tout retombe. Ah, pour le mélange? Ah oui, non. Voilà. T'as l'habitude de vous voir en tablier? À l'école, non. Mais dans ma vie normale, oui, aussi. Vous cuisinez? Oui, j'adore ça. Le coup de main. Ah, le coup de main, là. Ah oui, le coup de main, la technicité, ça se voit tout de suite. Hein. Vous aimez mieux être sur le terrain ou... Ah ouais, moi, vous savez, j'ai été diplomate pendant plus de 25 ans. La diplomatie, c'est le terrain. Donc pour moi, le bureau, c'est un passage nécessaire, mais pas forcément ce que je préfère. C'est quel genre de lait? Écrémé, pas écrémé, j'ai pas regardé. Aujourd'hui, un patron, c'est pas quelqu'un qui est en haut et qui donne des ordres vers le bas. Non, c'est génial.
c'est quelqu'un qui est au centre, qui entend ce qui se passe, mais le côté du haut en bas, c'est fini. Pour moi, c'est important d'être au milieu. Là, on est dans le montard. Hein. Déjà, si j'arrive à ça, je vous écris. Hein. Nathalie Loiseau, c'est pas une tarte à la crème, c'est pas un peu fumeux, cet exercice de cohésion? Bah, écoutez, demandez aux équipes, je crois qu'ils ont bien aimé, nous aussi. Enfin, pour tout le monde, c'était important. Vous savez, on est un peu trop aujourd'hui dans le travail, dans les process, chacun derrière son écran, à essayer de remplir des indicateurs de performance. Les gens ne se connaissent pas forcément si bien que ça, ou alors ils ont des préjugés, ce qui est pire. Et de temps en temps, il faut casser les barrières, il faut sortir, il faut prendre l'air, il faut voir les gens autrement. Moi, j'ai découvert un certain nombre de gens avec qui je travaille régulièrement sous un autre jour, et je pense que c'est enrichissant. Un budget annuel de 40 millions d'euros, ça se répartit comment? Alors, on organise les concours d'entrée, on organise évidemment la scolarité des formations longues, celles qu'on connaît, ce qu'on appelle les élèves de l'ENA, les promotions, etc., qui sont... ça sur 2 ans? Sur 2 ans, avec la moitié de stages, notamment à l'étranger et en dehors de la région parisienne et de Strasbourg. Les élèves sont rémunérés pendant leur formation, comme dans d'autres grandes écoles, comme à Normal Sup ou à Polytechnique. Et puis, on a des actions de formation continue pour des cadres du privé et du public. Et on travaille aussi beaucoup avec des partenaires étrangers, des écoles ou des administrations de pays étrangers dont on forme les cadres. Donc, c'est une grande diversité d'activités. Nathalie Loiseau, on peut y entrer en fait sans condition d'examen et sans limite d'âge? Alors, il y a un concours d'entrée. Il y en a même 3. On peut y entrer après ses études supérieures. Il suffit d'une licence en théorie. En réalité, tous ont déjà un master. On peut y entrer parce qu'on a déjà travaillé dans le secteur public ou dans le secteur privé. Donc, il y a 3 concours d'entrée. Il n'y a pas de limite d'âge, effectivement. Est-ce que les élèves, enfin, vous allez me répondre, j'espère honnêtement non, l'ENA, c'est quand même pas très représentatif de la société française. Il y a combien d'élèves dont les parents sont ouvriers? Très peu. Très peu, comme dans toutes les grandes écoles, comme d'ailleurs même à l'université à partir du master. C'est un vrai sujet de préoccupation. Alors, il n'y a pas non plus énormément d'ouvriers en France, mais la disproportion entre les classes moyennes et supérieures et les classes plus modestes est une réalité de tout l'enseignement supérieur français. On y est très attentif. On a par exemple une classe prépa intégrée, ce qu'on appelle une classe prépa égalité des chances, où on prend tous les ans des jeunes plein de talents, ayant déjà des études brillantes, mais boursiers et boursiers du degré de bourse le plus élevé. Et on les prend en charge pendant 1 ou 2 ans complètement. On les loge, on leur donne un ordinateur et on les prépare au concours d'entrée pour essayer de contrebalancer. Mais on arrive tard dans le processus. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on travaille au bout de l'entonnoir. Et l'ensemble du système scolaire est malheureusement plutôt en forme d'entonnoir qu'en forme d'ascenseur. C'est une vraie préoccupation. A contrario, il y a énormément d'élèves de l'ENA dont les parents sont enseignants. Oui, alors ça, mais là encore... 30%. Là encore, comme dans les autres grandes écoles. Nous, on a fait un travail très systématique parce que si on veut traiter ce genre de sujet, il faut savoir d'où on part. Donc, il faut des chiffres, il faut des enquêtes qualitatives. On a vraiment travaillé très à fond là-dessus. C'est vrai partout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les meilleurs bénéficiaires du système scolaire sont les enfants de ceux qui le maîtrisent le mieux, sont les enfants des enseignants. Ça pose une vraie question sur la compréhension des filières, de ce qui est attendu, sur le temps disponible des parents aussi pour aider leurs enfants. Il y a une vraie inégalité, qui n'est pas une inégalité financière. On n'est pas privilégié parce qu'on est enseignant, mais c'est une inégalité de savoir. Moi, j'appelle ça le délit d'initié culturel, et je trouve que c'est une préoccupation particulière. Il y a une discrimination aussi qui passe par les codes. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas les codes, aussi, on est un peu à la ramasse. Oui et non. Je crois de moins en moins. À l'école, on les explicite, les codes. Parce que, par exemple, on envoie nos élèves en stage, en ambassade, en préfecture, en collectivité territoriale, en entreprise. Il ne s'agit pas de les envoyer au casse-pipe. Et si on veut avoir une vraie diversité parmi nos élèves, eh bien, il faut leur donner effectivement le mode d'emploi, ce qui est attendu d'eux, là où ils arrivent. Il y a des codes dans tous les métiers, à tous les niveaux. Mais alors, qu'est-ce qu'on leur apprend? On leur apprend ce qui est attendu, en gros, par le grand public, quand il a en face de lui
un haut fonctionnaire. Mais ce sont des stéréotypes. Alors, on peut penser que c'est des stéréotypes et que ce qui serait formidable, c'est que ce serait de faire table rase de tout ça et qu'on arrive tous exactement comme on en a envie tout le temps. Ça n'existe pas. Ou en tout cas, si on attend ça, on va attendre un siècle. Et on fera de la discrimination sociale parce qu'il y a ceux qui auront appris ça depuis tout petit et il y aura les autres. Mais vous avez des codes partout. Dans la nouvelle économie, qui a l'air tellement décontractée, tellement sympathique, il y a des codes dans tous les sens. Il y a des manières de s'habiller, de se comporter, de parler. Il y a d'ailleurs un sexisme qui, parfois, est un peu préoccupant. Dans tous les métiers, ces codes existent. Alors, soit on décide de les bouleverser, mais après, on peut aller vers des choses un petit peu totalitaires. La révolution culturelle a voulu faire ça en Chine, ça s'est très, très mal terminé. Soit on décide de les expliciter, de les rendre accessibles à tous. Je pense que déjà, il faut commencer par ça. Ça, c'est votre dress code de directrice de l'ENA? J'allais dire, oui, ça sert un peu à tout. Mais non, ça peut être... Dans toutes les occasions. Ça peut être autre chose, ça dépend. Ça dépend vous pouvez tout à coup, je sais pas, être en jean, mettre de la couleur, oui, bien sûr, avoir de la fantaisie. Ah bah écoutez, oui, ça dépend de l'humeur du jour, ça dépend de la météo. On croirait en fait que plus on monte dans la hiérarchie, plus les femmes se sentent obligées d'avoir une sorte d'uniforme. Oui, mais ça, c'est un peu pénible. Effectivement, le tailleur pantalon gris ou noir, pour les femmes politiques, je les comprends. On a tous et toutes en tête un certain nombre de sarcasmes et de quolibets. Et je oui, mais il faut peut-être aller à l'encontre. Oui, bien sûr. Et puis assumer. J'ai entendu parfois les huissiers de l'Élysée faire des commentaires sur mes tenues. Alors après, ils me disaient, mais non, vous en faites pas, c'est gentil. Il faut assumer, bien sûr. Mais il faut aussi savoir que parfois, le grand public a des attentes très précises. Et si on arrive, par exemple, en étant négligé, c'est parfois un manque de respect aussi vis-à-vis des gens au service desquels on s'est mis. Ça, je dis beaucoup aux élèves. Mais c'est vrai partout. Au lycée professionnel d'Irkirch, on apprend aux élèves qui vont travailler dans des restaurants ou dans des hôtels qu'il ne faut jamais perdre une occasion de donner une première bonne impression. Est-ce que vous pensez être bien rémunéré par rapport à vos responsabilités? Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas un sujet, ça. Enfin, il y a tellement de gens qui galèrent, qui rament. Je peux vous dire, on est beaucoup moins payé que dans le secteur privé. C'est vrai. Personne ne m'oblige à faire ce que je fais et je serais vraiment très mal... Vous touchez combien? Quel est votre salaire? Je touche 9 000 € par mois. Je serais très, très mal placée de me plaindre. Je suis, de ce point de vue-là, bien rémunérée. J'espère que je ne vole pas le client et c'est une préoccupation quotidienne. Vous me demandiez tout à l'heure quelle était mon obsession. C'est aussi être utile. L'ENA va fêter ses 70 ans le 9 octobre. Oui. François Hollande va y participer? Pas que je sache, mais peut-être fait-il des surprises. On a en fait étalé l'anniversaire sur toute l'année. Et ma préoccupation, c'est de ne pas en faire un événement solennel ou formel. On a ouvert l'école à beaucoup de public. On est allé parfois là où on ne nous attendait pas. Je crois que c'était surtout ça dont on avait envie. Et c'est les élèves et les personnels de l'école en même temps. Alors, je vous parlais de François Hollande parce que, bien sûr, c'est un énarque, comme chacun sait. C'était la promotion Voltaire. Oui. Ouais. On est dans les années 70-80. On pense que l'ENA, c'est un peu austère. Mais parfois, les futures élites travaillent aussi dans la dérision. Regardez cette archive. Quelques kilomètres plus loin, l'un des athlètes les plus préparés connut une crampe terrible. Un effort trop violent effectué probablement afin de distancer son rival le plus proche. C'est François Hollande. Oui, bien sûr. Vous connaissez évidemment cette archive. Oui, ils sont nombreux. Et le commentateur, je le connais aussi. C'est aussi un membre de la promotion. Mais je ne dirai pas son nom parce qu'il ne veut pas qu'on le sache. Bon, alors je n'insiste pas. Est-ce qu'on est bizuté quand on rentre à l'ENA? Entre élèves, non, pas du tout. Pas du tout, d'abord parce que ils ont quand même déjà au moins 5 ans d'études supérieures derrière eux. Donc, mais le bizutage, il existe quand même dans beaucoup d'écoles. Oui, mais je crois que c'est pas forcément l'esprit. Ce qu'on fait pour les élèves quand ils arrivent, c'est qu'on les amène pour faire en sorte qu'ils se connaissent, notamment entre élèves étrangers et élèves français, puisqu'on a un quart d'élèves étrangers par promo. Et on les emmène dans une petite station de ski des Vosges. Et on passe 3 jours ensemble pour les connaître et pour qu'ils se connaissent. D'accord. Et il y a des soirées un peu... Il y a des soirées. C'est là où ils choisissent leur nom de promotion. Donc, on dort très, très peu. Comment on choisit le nom de la promotion? C'est les élèves qui choisissent. Au départ, le premier soir, il y a à peu près 200 propositions dont toutes ne sont pas avouables. Et puis, petit à petit,
ça se régule. C'est la promotion de Churchill, ça. Celle qui termine Churchill. cette année, Voilà. c'est la promotion de Churchill. Celle qui a été filmée à Strasbourg, c'est les Churchill. Et la future? Alors, celle qui est en première année, c'est la promotion Orwell. Ils sont en stage en ce moment. Il y a seulement 4 femmes. Promotion avec... Non, non, non. Il y avait mon Dieu. Marie Curie. Ah, de nom de promo, oui. Oui, tout à fait. Il y en a très peu. Beaucoup. Il y en a très peu. Tous les ans, il y a Simone de Beauvoir qui est pratiquement dans les finalistes. Et tous les ans, elle échoue. Mais c'est pas moi qui choisis. Ce sont les élèves. Alors, si l'INA fait figure effectivement de voie royale, il y a des élèves, des anciens élèves, qui décrient en fait cette institution. Il y en a une notamment que vous connaissez, qui s'appelle Adeline Baldacchino. Alors non, je ne la connais pas. Vous la connaissez pas? Elle ne m'a jamais rencontrée. Elle a écrit son livre. Elle parle de la réforme sans jamais m'avoir interrogée. Donc moi, je ne parlerai pas d'elle. Alors, c'est la ferme des Énarques. Voilà, pas. on parlait d'Orwell, la ferme des Énarques. On est quand même allé la voir et on lui a demandé justement qu'est-ce qui lui déplaisait, pourquoi elle critiquait autant Léna. Ancienne élève pourtant. Je crois que je voudrais dire d'abord qu'en fait, il y a de la joie à entrer à l'ENA. Ça reste quand même une sorte de conte de fées pour bon élève. Et donc, je crois que quand on y entre avec un vrai désir chevillé au corps de servir, c'est-à-dire de servir à quelque chose et potentiellement à tous. Et puis en même temps, il peut apparaître une forme d'étonnement ou de déception quand on voit ce qu'est l'école par rapport à ce qu'elle pourrait ou peut-être devrait être. On voit apparaître alors tout un bestiaire. Je m'amuse souvent avec la ferme des animaux d'Orwell. Et c'est vrai qu'on croise quand même beaucoup de couleuvres, celles qu'il faut maquiller quand il ne faut pas les avaler. On croise des autruches, celles qui savent plonger la tête sous le sable. Et puis, beaucoup de petits singes. Les fameux 3 petits singes du conte, celui qui ne veut rien voir, celui qui ne veut rien entendre, celui qui ne doit rien dire. Peut-être parce que c'est plus facile, tout simplement, parfois, de passer les problèmes sous le tapis que d'essayer de les régler. Parce que les régler, ça veut dire agir. Agir, ça veut dire avoir du courage. Avoir du courage, ça veut dire avoir des convictions, avoir de la lucidité. Or, il faut bien le dire, on n'apprend pas grand-chose sur le fond à l'ENA. Et donc on apprend un peu de tout, et souvent un peu trop à louvoyer, plutôt qu'à être opérationnel et efficace dans le domaine donné dans lequel on va devoir ensuite agir sur le réel. C'est une machine à classer, mais c'est aussi parfois une machine à apprendre à éluder le réel et à passer trop de choses sous le tapis parce qu'il ne faut pas faire de vagues. Et on m'avait dit, retiens bien ça, PDV, MV, PDV, ça te servira toujours. Pas de vagues, mon vieux, pas de vagues. Je comprends cette idée selon laquelle, au fond, est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer l'ENA? Il y a tant de pays dans le monde qui s'en passent. Et ça n'est pas complètement faux, mais ça n'est pas complètement vrai non plus, parce que je crois que supprimer l'ENA aujourd'hui, ça servirait à quoi? Ça servirait à disperser un problème qu'on rendrait invisible. Et je pense du coup qu'il faut effectivement à un moment donné prendre à bras le corps ce sujet-là et reconnaître l'échec d'une certaine vision de la technocratie un peu trop coupée du réel. Il faut sans doute réinjecter, mais à très haute dose, une culture humaniste sur la déontologie et la responsabilité des fonctionnaires. Puis le deuxième volant, c'est affûter la conscience du réel, c'est-à-dire plonger tout le temps les énarques dans ce grand bain-là, plutôt que de rester à distance dans les salons des ambassades pendant des stages où on finit par oublier un peu le monde extérieur. Bon, elle y va, hein, Adeline Baldacchino, hein, La ferme des Énarques aux éditions Michalon. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez? Parce qu'elle n'est pas la seule. Hein. Il y en a un autre aussi, Olivier Saby, que vous connaissez en revanche, qui lui aussi a écrit un livre assez cinglant et sanglant sur l'ENA. Alors moi, je suis toujours très intéressée par les critiques parce que ça aide à avancer. Mais surtout quand elles sont un peu informées et un peu moins immodestes. Parce que ce qu'on entend de cette jeune femme, que je ne connais pas, que je recevrai bientôt à sa demande, j'aurais préféré qu'elle demande à me voir quand elle écrivait son livre et quand elle décrivait une scolarité qui n'existe plus depuis déjà pas mal d'années. Elle était en 2007, hein, Léna? Bah oui, mais c'est fini. Ce qu'elle décrit n'existe plus. Mais manifestement, ce n'était pas ça son sujet. Son sujet, c'était de faire le buzz. Il y a effectivement, c'est un marronnier, un livre sur l'ENA. Ça permet d'exister, de faire vendre peut-être, ou de se faire un nom. Et apparemment, c'est ça le sujet. Elle nous dit qu'elle a envie de servir. J'attends de voir. Je ne sais pas très bien ce qu'elle a fait depuis sa sortie de l'école en termes de service. Je la trouve très méprisante, à la fois vis-à-vis de ses camarades de promotion qui apprécieront entre les couleuvres et les singes. Et puis, je la trouve très dans la caricature, dans la démagogie. Elle nous dit il faudrait être proche du terrain. Ça tombe bien, les élèves y sont pendant 1 an.
et ils y seront encore davantage dans la scolarité telle qu'on est en train de la Vous savez réformer. bien qu'on reproche quand même à l'ENA, effectivement, d'être éloignée des réalités. J'ai toujours entendu ça. Mais il y a beaucoup de choses idiotes qu'on entend tout le temps. Vous savez, on reproche Ça, aussi. c'est pas faux. On reproche aussi aux journalistes de vivre Mais alors, entre qu'est-ce qui a changé? de trop Allez, connaître les politiques. Soyons tout ça est concrets. absurde. Qu'est-ce qui a changé? Par exemple, on a demandé, et on l'a fait parce que les élèves en avaient envie et parce que ça nous paraissait utile, qu'ils consacrent une journée par semaine de leur scolarité à se mettre au service d'une association ou d'une collectivité en contact avec les populations les plus vulnérables. Ça a changé. Parce qu'en réalité, beaucoup avaient déjà un engagement associatif avant de venir à l'école. Et puis après, ils étaient dans une scolarité tellement rythmée, tellement intense, qu'ils le mettaient entre parenthèses pendant 2 ans. C'était un contre-signal et c'était le contraire de ce pourquoi ils étaient venus à l'école. Ça a changé. Pendant les stages, on leur demande d'être au contact du terrain, au contact de tous les publics. En ce moment, les élèves qui sont en stage en préfecture s'occupent de l'accueil des réfugiés et s'occupent du service civique. On est très loin de ce que décrivait cette jeune femme quand elle parlait des salons des ambassades. Et d'ailleurs, pour avoir passé 25 ans de ma vie dans les ambassades, on est très peu dans les salons et on est beaucoup sur le terrain. Autre sujet, l'amitié, ça a de l'importance pour vous? C'est essentiel. Essentiel. Si je vous dis Catherine Clément, vous me répondez quoi? C'est ma deuxième maman. Joli. Deuxième maman. Alors, on est allé voir la deuxième maman, Catherine Clément. On avait envie qu'elle vous découvre encore un petit peu plus, Nathalie Loiseau. Et voilà ce qu'elle nous a répondu. C'est un portrait chinois de Nathalie Loiseau. Si Nathalie Loiseau était un livre, je pense que ce serait Les Illuminations d'Arthur Rimbaud. Parce qu'il y a en elle une jeunesse et une violence qui sont permanentes, qui n'arrêtent pas. Si c'était un vêtement, Nathalie, ça serait pas une robe, ça serait un blouson de cuir. Un vieux blouson de cuir un peu genre biker. Si Nathalie était une arme, ce serait une flèche, ça serait la flèche de la déesse Diane. Les enfants du paradis, parce qu'elle a un côté romantique inaperçu. Si c'était un animal, Nathalie serait un colibri, à cause de la vitesse des ailes. Vous savez, les ailes c'est l'oiseau qui bat les ailes le plus vite des ailes. Je pense que ça serait ça. Et puis aussi parce qu'elle va chercher le nectar très loin. Et puis qu'elle est petite, enfin le colibri. L'orgueil. Si Nathalie était un péché capital, ça serait sans aucun doute l'orgueil. Vous en pensez quoi de ce portrait? Je vous ai dit deuxième maman avec tout ce que ça comporte. Merci Catherine. Colibri. Bon, c'est affectueux. Orgueil? Oui, sûrement. Oui. Ouais. Mais c'est un défaut? Non, c'est une qualité? Je ne sais pas si c'est une qualité, c'est une manière d'être, oui. Ouais. Rester droit. Est-ce que vous avez connu, vous, le burn-out? J'ai évité. Et j'espère surtout l'avoir évité autour de moi. Parce que j'ai vu beaucoup de hauts responsables le connaître. Et c'est un vrai sujet, bien sûr. Vous avez lu ce livre, Burn-out, de 2 auteurs, voilà, ouais, de Mehdi et de Badrou, qui vont venir nous rejoindre. Ils sont sur le plateau Thé ou Café. Et on a eu voilà, le souhait de les rencontrer. Bonjour. Bonjour. Alors, on parlait justement de la tenue, de l'élégance. Vous avez vu comme ils sont beaux? Ils sont magnifiques. On a pris exemple sur vous. Ouais, j'oserais pas la joué. casquette, ça m'irait pas. Ah oui, c'est ça. On est très content que vous soyez là. Merci. Parce qu'on connaît depuis longtemps le Bondi Blog, qui a été créé durant les émeutes, c'était en 2005. Vous y avez participé un petit peu plus tard. Vous y écrivez. C'est un média, sur Internet. Vous connaissez, vous, Nathalie? Oui, bien sûr. Voilà. C'est aussi la voix, je dirais, des cités, la voix des quartiers, la voix de la diversité. Oui, c'était une façon déjà de donner de la parole à des gens qui ne l'ont pas forcément. Et effectivement, dans les quartiers populaires, comme on appelle ça, on n'a pas souvent l'occasion de se faire entendre. Voilà, de se faire entendre, de pouvoir parler, de pouvoir dire ce qu'on pense vraiment de notre situation, de notre quotidien. Et le Bondi Blog, c'était ça. Vous vous êtes connus comment, tous les deux? Vous êtes rencontrés comment? Au lycée, on avait 15 ans. Où? C'était au lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen. Ouais. Moi, je viens de la Courneuve, mais je me suis inscrit au lycée à Saint-Ouen. C'était pour une option Histoire des Arts. Et on s'est rencontrés en seconde et depuis, on
On est encore ensemble. Alors, on connaît aussi votre duo, c'était sur France Inter. Moi, je vous ai découvert là, dans l'émission de Pascal Clark. Vous faisiez un billet sonore sous le nom des Kids. Ça vous plaît, ça Vous voulez encore qu'on vous appelle ainsi ou ça y est, c'est fini? Non, c'était notre appellation de radio. C'était Pascal qui avait trouvé ça à l'époque. Elle trouvait que c'était un nom drôle avec pas mal de références, notamment le film de Larry Clark, etc., qui l'amusait. Et nous, on l'a gardé. Bon, maintenant, on s'en éloigne un petit peu parce qu'on a quitté la radio, on a quitté France Inter. Mais maintenant, on a des noms... Voilà, on a nos noms. On a Mehdi et Badrou et ça nous va très bien aussi. Vous racontez une histoire extrêmement sensible, une histoire d'actualité, celle de Jamal Char. C'est sous forme de fiction, mais le fait divers, malheureusement, a existé. Il s'est déroulé à Nantes. Un homme s'est immolé devant Pôle emploi. On s'en souvient. Et ça aurait pu, effectivement, passer comme tous les faits divers, malheureusement, passent et s'enquillent. Et vous, vous êtes arrêté sur ce fait. Pourquoi ? Je pense qu'on s'est arrêté sur ce fait divers parce qu'il racontait beaucoup de choses de notre vie. Enfin, de nos vies et des vies qu'on avait rencontrées tout au long de nos reportages. Il racontait effectivement les chômeurs qui étaient dans une grande précarité. Il racontait une histoire d'amour entre l'Algérie et la France. Il racontait... Et un homme et une femme. Un homme et une femme. Oui, non, mais je veux dire, il était en Algérie, elle était en France. Il racontait aussi le sort des gens qui avaient de grandes passions, de grands rêves et qui ont fini en flammes. Voilà. Il raconte aussi notre regard sur le pays dans lequel on vit, la France aujourd'hui. C'est-à-dire que notre regard aujourd'hui, c'est un regard assez sombre, triste sur ce qui se passe en France, sur tous ces invisibles qui continuent de grossir, qui continuent, dans les rangs continuent de grossir, c'est-à-dire les chômeurs. Et c'est une préoccupation que l'on voit aussi autour de nous et on a tenu à le raconter dans ce roman aussi. Nathalie Loiseau. D'abord, j'ai trouvé que c'était formidablement bien écrit. Le parti pris qui est le vôtre de raconter l'histoire de plusieurs points de vue, de plusieurs personnages est quelque chose qui vraiment prend aux tripes. Évidemment, c'est un livre très noir. Tout est noir, il y a un parti pris. Par moments, vous noircissez même le noir. J'ai trouvé... J'étais très en colère quand vous parlez... le passage sur l'Algérie m'a plu énormément parce que c'est un pays que j'adore et j'ai ressenti des choses. Quand vous dites, pour celui qui est cordonnier, que c'est un métier épouvantable, non, arrêtez. D'ailleurs, c'est formidable. Hein, oui, c'est un oui, puis il rencontre plein de gens et ça a l'air formidable quand même. Et là, je me suis dit, bon, ils en rajoutent. Mais non, c'est magnifique. Et ce que vous rendez très bien, c'est la froideur implacable de cette bureaucratie, la froideur implacable des médias aussi. J'ai trouvé que la manière dont vous scandez... comment le fait divers passe au milieu de plein d'autres choses. Complètement désincarné, déshumanisé. Oui, c'est ultra violent et c'est bien de le faire, parce que moi, c'est quelque chose qui me frappe tout le temps. Merci. Comment vous l'avez écrit à quatre mains ? On l'a écrit assez simplement, finalement. On l'a écrit ensemble, on était dans un même endroit, et puis on s'est mis à écrire tous les jours. Alors c'est un métier très difficile, qu'est l'écriture, un métier très fatigant. Vous savez ce que c'est, j'imagine, vous en avez écrit. Moi, ça me défoule, mais c'est autre chose. Oui, ça nous a pas mal pris d'énergie, en fait, et ça nous vidait complètement. Mais c'était une expérience formidable, ouais. Comment autour de vous il est perçu ? Il y a une forme de fierté dont on ne se rend pas compte, en fait. C'est une fierté qui vient de nos parents déjà. Mehdi, il est fils unique, mais moi, je suis grand frère aîné, donc j'ai beaucoup de frères et sœurs qui tiennent le livre comme ça, un peu par fierté, en disant « mon frère, il a écrit un livre » et tout ça. Donc voilà, ça nous fait bizarre un peu. Mais... Vous avez quel âge ? 23 ans. Comment vous voyez votre avenir ? Je pense qu'on le voit comme il est actuellement, comme notre présent, quoi, finalement. On le voit dans l'écriture, parce qu'on aime beaucoup ça, on a toujours aimé, et je pense qu'on a plein d'idées. On le voit toujours attaché, finalement, au quotidien, au réel. Alors, tout à l'heure, il y avait ce débat sur l'ENA, est-il ancré dans le réel, etc. Mais nous, le réel, en tout cas le quotidien des gens, c'est quelque chose qui nous passionne, qui nous intéresse. Et ça, finalement, c'est peut-être ça
qu'on continuera à faire, raconter ces vies. Ouais. Est-ce que, Nathalie Loiseau étant présente, directrice de l'ENA, est-ce qu'on pourrait peut-être inverser aussi? Alors moi, je me retire et vous lui posez quelques questions. Alors oui, on a préparé quelques questions qui étaient proches de nous, en tout cas proches de nos cultures, et on en a préparé 5. Donc on va commencer. La première, ça va être lié à Strasbourg, une ville que vous connaissez. Ouais. Est-ce que vous connaissez le taux de chômage au quartier du Neuf? Ah bah, il est considérable, ouais. Il est de 28%. Ouais. Et si on vous posait la question, c'est parce qu'on imagine que dans ces 28% de chômeurs, il y a des gens qui ont fait des grandes études, des hautes études. Comment on trouve la solution à ce problème? Alors, c'est pas moi, modestement, qui vais vous dire ce que les autres n'ont pas encore trouvé. Il y a, à l'évidence, à encourager les initiatives, à simplifier ceux qui veulent monter un commerce, une petite entreprise. C'est très compliqué aujourd'hui. Il faut faire appel à plein d'experts. Il faut prendre des risques. Il faudrait que les banques soient un tout petit peu plus ou même beaucoup plus aventureuses qu'elles ne le sont depuis quelques années. Écoutez, j'y crois. Oui, je pense qu'il faut pousser à ça. Je pense qu'il faut pousser tous les feux en même temps. Il ne faut pas avoir de tabou. On a un problème dans ce pays, c'est qu'on est très idéologique. Quand on se met à parler du code du travail, il y a ceux qui disent c'est un monstre sacré, on ne peut pas y toucher. Ceux qui disent c'est nul, il faut le réduire à 20 pages. C'est évidemment ni l'un ni l'autre. Mais si on pouvait se mettre autour d'une table et voir ce qui coince vraiment et comment on peut vraiment améliorer ça. Nous, c'est ce qu'on demande à nos élèves. Quand ils vont en stage en entreprise, on leur dit qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui fait que ça coûte trop cher, que ça prend trop de temps, que c'est trop compliqué. Faites-nous un rapport là-dessus. Et puis le rapport, on l'envoie directement à Matignon. Comme ça, on se dit si ça peut servir, c'est pas mal. Une autre question d'actualité un peu plus légère, on va dire. Vous savez qui est leader de Ligue 1 de football aujourd'hui? J'aime pas du tout le foot, je suis désolée. Et j'aime de moins en moins. Peut-être qu'en 98, comme tout le monde, j'ai sauté de joie quand on a été champion du monde. Mais alors, entre les matchs de Catherine, vous regardez le foot, vous, ça se voit. Ah non, je déteste ça. Alors, allez, autre question. J'en veux beaucoup à tout le sport de haut niveau. Je suis très en colère contre le sport de haut niveau. Entre les trucages, le dopage, la FIFA et tout ça, moi, ça m'en a totalement dégoûté. C'est fini. Moi, j'aime beaucoup Rihanna. Ouais. C'est quoi votre chanson préférée de Rihanna? Alors, je vais vous contrarier. Je suis pas très contente après Rihanna ou après Beyoncé. Vous êtes contente après personne? Rihanna, c'est pas comme les femmes, hein. Elle porte beaucoup plus de messages féministes. Elle est un tout petit peu plus habillée. Pourquoi pas contente? Parce que je trouve qu'il y a un petit mélange entre je suis féministe, en tout cas je le dis, et puis je montre mes fesses. Enfin bon, je sais pas. Voilà, c'est compliqué. Une dernière question. Je préfère Amy Winehouse, vous l'avez dit tout à l'heure. Ah oui. Par rapport à cette trilogie qui nous a marqué, nous, à l'époque, quand on l'a vue, Mémoire d'immigrés, vous connaissez? Ouais, vous savez qui l'a réalisé? C'est Yasmina Benguigui, oui. Oui, Yasmina Benguigui. C'est des histoires qui vous intéressent? Oui. Elle avait eu la gentillesse de me l'offrir et je trouvais ça formidable. Moi, ça me parle parce que j'ai vécu dans des pays d'origine de l'immigration et qu'ensuite, j'ai suivi la trajectoire, le destin de jeunes ou de moins jeunes qui étaient partis en France. Et voilà, je me sens toujours interpellée. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on arrive à vivre ensemble aujourd'hui en France? Oui. Je pense plus qu'on ne le dit. Je pense qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts qu'on ne le fait. Mais oui, parce que je le vois tous les jours. Et je suis très en colère contre les discours caricaturaux ou contre les reportages caricaturaux. Alors évidemment, les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle jamais. Je regarde la caméra. Mais quand même, si un peu, de temps en temps, envie de dire, mais enfin, venez voir, aujourd'hui c'est l'Aïd et tout le monde n'est pas forcément crispé chez soi parce que c'est l'Aïd, c'est pas vrai. Et ces histoires aussi existent et c'est fort. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre invitation. Merci. Alors, si un jour, voilà, j'ai autre chose à faire, vous viendrez à ma place? Ah, mais on est prêt. Bon, je compte sur vous, alors. Ce sont mes jokers. C'est bien, c'est pas mal. Bon, allez, je rappelle, Burn-out. Alors, vraiment, non, mais sincèrement, avec Nathalie Loiseau, voilà, on l'a lu séparément. Moi, je l'ai lu en 2 heures. Et vraiment,
C'est très très beau. C'est beau, le style est beau, la langue est belle. Ce sont des phrases très très scandées. C'est une musique, c'est mélodieux. Bon, c'est vrai, on l'a dit, c'est grave, mais un sujet abordé comme ça par deux garçons de 23 ans, moi je dis chapeau. Merci. Bel avenir, Merci. c'est certain. Alors, je suis désolée. Oui. Ouais, vous savez, on arrive à la fin de l'émission. Et en fait, c'est avec Nathalie que je vais aller au dos à dos. Est-ce qu'on pourra le faire un autre jour? Même si c'est pas filmé. Ça, je vous le promets. C'est mon On le fera rien que pour nous. Rien que pour nous. D'accord. Allez, je vous embarque au dos à dos. Merci. Merci. Dos à dos avec vous, Nathalie Loiseau, et des réponses du tac au tac. La dernière fois que vous avez étalé votre culture? Tout à l'heure, en récitant ma devise. Ce qui est insupportable lorsque l'on partage votre vie? Que je suis hyper ponctuelle et que j'ai assez peu de tolérance pour ceux qui ne le sont pas. Le prétexte que vous invoquez pour refuser une invitation à dîner, vous dites quoi? Que je suis déjà engagée ailleurs. C'est souvent vrai, pas absolument toujours, mais il ne faut pas vexer. Est-ce que vous avez déjà usé de votre pouvoir, puisque vous en avez un, pour obtenir une faveur? Ah non. Ah non, d'ailleurs, je ne pense pas avoir de pouvoir. Pas. Un luxe dont vous ne pourriez pas vous passer? Une grasse matinée. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme, le temps d'une journée? Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il y a des choses que je ne peux pas faire en étant une femme. La critique qui vous a le plus blessé? Le fait qu'on m'ait dit que j'exprimais trop ce que je pensais. Je ne pensais pas que c'était un défaut. Votre plus grande extravagance? Fantaisie? Fantaisie, extravagance, avoir été une vraie fan de karaoké. Ah, c'est bon à savoir. Vous perdez votre portable, comment vous réagissez? La panique absolue. La personnalité chez qui vous aimeriez pouvoir rentrer en catimini? Ah, le pape François. La dernière fois que vous avez pleuré? C'était il n'y a pas très longtemps. Mais une chanson qui vous rend joyeuse? Ah, il y en a beaucoup. Beaucoup. Des vieilles chansons françaises, des chansons américaines aussi. Par exemple, Mama. Mamas and Papas, ça, absolument. Mamas and Papas. On le savait. Ouais. On retourne avec cette chanson. Alors bon, je vous invite pas à danser, mais sachez que Nathalie Loiseau aime beaucoup danser. Donc, si vous la rencontrez un de ces jours, que ce soit dans le TGV entre Paris et Strasbourg, ou vous, élève de l'ENA, sachez que votre boss, elle aime bien danser. Mais j'ai déjà dansé avec mes élèves, je vous rassure. Ça ne m'étonne pas. Il paraît que vous savez tout danser, vous adorez ça. Vous vous lâchez? Ah, On peut se lâcher? Ouais. Ah ben il faut. Je pense qu'aujourd'hui, les gens trop contrôlés ne sont pas supportables, il faut être authentique. Ce sera presque le mot de la fin. Je voudrais saluer Isabelle Granger qui est exposée sur le plateau de Thé au Café ce matin. Elle expose jusqu'au 10 octobre à la galerie Linz, rue Chapon à Paris dans le 3e. Elle expose ici, vous voyez, des souvenirs. Elle invite le spectateur, dit-elle, dans un voyage à la limite du réel. Son nom, Isabelle Granger. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Nathalie Loiseau, il y a ce livre qui est paru il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 mois, Choisissez tout, et c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Samedi prochain, on recevra le réalisateur. Vous êtes ciné, vous aimez... ouais. Cédric Clapiche, vous Oh, dites quelque chose? j'adore. Alors là, je peux revenir? Ah, mais avec plaisir, bien sûr. Cédric Clapiche, alors il nous parlera, bon, évidemment, de tous ses films, mais notamment, il va y avoir sur France 2 une série... 10%. Voilà. 10% sur une idée originale, notamment de Dominique Besnéard. Et on évoquera évidemment son travail. Et puis dimanche, à 7h, comme un garçon. Bon, ça y est, vous avez compris. Ok, c'est Sylvie Vartan qui sera là. Allez. D'ici là, vous passez une très très belle semaine. Vous vous portez bien. L'émission... en compagnie de Nathalie Loiseau. Elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la voir aussi sur plus.fr et sur le site de France 2. Et là, vous tapez Thé au Café et vous nous retrouvez. Un grand merci à vous. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Au revoir. À la semaine prochaine, samedi. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.